Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Alors une nouvelle semaine un peu particulière puisque nous sommes confinés depuis une semaine aujourd'hui, donc c'est vraiment particulier. On est passé de notre événement, notre séminaire qu'on a fait samedi 14 mars. Ah voilà, aujourd'hui, lundi 23 mars, on est confiné depuis une semaine. Alors voilà, c'est particulier, c'est vraiment particulier la situation en ce moment. Moi, j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est aussi l'occasion d'avoir du temps pour soi, pour ses proches, pour faire d'autres choses qui sont voilà, pas ce qu'on fait d'habitude dans nos vies qui vont à 100 à l'heure. Donc ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui j'étais un peu gêné avec ce podcast parce que je ne sais pas ce dont on doit parler, les choses qu'on doit aborder. C'est vraiment particulier. J'avais prévu un sujet aujourd'hui. Je ne vous le dirai pas parce que je pense que c'est le sujet que je vais faire la semaine prochaine. Et j'ai pas pour habitude de parler des sujets avant de les faire. Et ça a été un petit peu bousculé puisque j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Édouard Petit, donc qui est le spécialiste français sur l'investissement en ETF, l'investissement en bourse. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de parler de ça. Donc j'ai eu l'opportunité et je l'ai saisi. Donc aujourd'hui, le podcast, ce sera avec Édouard Petit sur les ETF. On va avoir le temps d'en parler tout à l'heure. Mais on en parle déjà tous les deux un petit peu dans l'introduction de notre entretien. Et je voulais en parler aussi aujourd'hui avec vous. Voilà, on traverse une période qui est difficile, qui est inédite dans nos vies. On ne l'a pas connue. On est ensemble à la maison. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. Moi, j'ai la chance d'être dans une maison à la campagne, donc j'ai un extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui sont confinés en appartement. C'est vraiment pas facile non plus. Il y a énormément de gens qui sont touchés par ce qui se passe. Ce dont on va parler aujourd'hui dans le podcast et ce dont on parle habituellement, le mindset, tout ça, c'est tout des choses qui doivent nous aider à tenir aussi dans ces moments-là. Voilà, puisque encore une fois, c'est totalement inédit. Donc voilà, avant de démarrer ce podcast et de parler de choses qui sont extrêmement terre à terre, j'ai aussi une pensée pour tous les gens tous les soignants, tous les gens qui donnent de leur temps, qui prennent des risques pour nous aider, pour nous sauver, tous les gens qui dans les supermarchés, les caissières, assurent vraiment le service pour qu'on puisse avoir de la nourriture, tout ça, c'est vraiment important et voilà. Et je vous invite aussi, comme j'essaye de le faire en ce moment, à la bienveillance dans ces périodes-là. Voilà, quand on croise des gens, essayer d'entretenir toujours un peu de sourire et de ne pas céder à la psychose et à la panique, puisque parfois c'est aussi ce qui peut arriver dans ces moments-là, quand on ne sait pas ce qui va se passer, de paniquer un peu, d'avoir peur. Donc voilà, je propose que, en tout cas dans ce podcast, je voulais faire une petite parenthèse avant de démarrer, mais je propose que on reparte dans le sourire et qu'en tout cas ça soit une petite parenthèse pour vous donner vraiment le moral et la pêche dans ces moments-là. Donc, un grand merci déjà pour commencer à tous les gens qui suivent le podcast, qui m'ont écrit suite à la semaine dernière. Grand merci à Julien, à Fabienne, à Yann, à Sacha, David, Gaëtan, Anaïs, Sébastien, Maxime, Xavier, Damien, Thibaut, Thierry, Jean-Philippe, Romain, Théo, Gabriel, Adriane, Fabienne, Hugo, Jérôme, Quentin et Kevin. Voilà, franchement, merci à tous. Merci beaucoup pour tous vos messages suite au podcast de la semaine dernière. Ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos messages, c'est toujours un bon moment. Un grand merci aussi à 3 personnes qui m'ont laissé un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça, c'est vraiment sympa. Une petite note 5 étoiles, un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Donc, s'il vous plaît, que vous voulez le faire connaître autour de vous, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. 5 étoiles, ça m'encourage vraiment. Donc, merci à Liamille, Gawete14 et à Aurélien. Merci à toi Aurélien aussi pour ce commentaire, ça c'est vraiment sympa. Avant de démarrer sur le podcast du jour, je voulais aussi qu'on revienne sur un petit commentaire de Quentin suite au podcast de la semaine dernière, podcast qui s'appelait Avec le temps va, tout s'en va, un peu sur le matérialisme et toutes ces choses-là. Euh, le fait qu'on attache trop d'importance aux choses et qu'on en oublie l'impermanence, le fait que la vie justement elle passe et qu'elle avance et qu'elle emporte avec elle ce qu'on va construire de notre vivant, souvent. Et Quentin m'a écrit, comme le disait Max samedi, l'entrepreneuriat c'est un cycle de haut et de bas. Ne pas se laisser emporter par les bas est le plus important.
Et s'il y a bien quelque chose que je retiens de tout ce que j'ai pu lire et entendre jusqu'à présent, c'est de se détacher émotionnellement d'un bien. La force de l'esprit et de l'entourage sont les deux clés pour relever la tête. Et ça, c'est sûr que ouais, quand on est investisseur immobilier, se détacher émotionnellement d'un bien, c'est vraiment important parce que voilà, un bien, c'est pas une personne. Et dans les temps qu'on traverse en ce moment, ça prend encore plus de sens. Et trop s'attacher à des choses matérielles, ben voilà, on l'a vu dans le podcast dernier, c'est souffrir. Et même si c'est parfois pas simple et pas évident, c'est vraiment un effort à faire, je pense, surtout quand on veut investir et qu'on veut avancer dans l'investissement et qu'on va accumuler un peu les biens, les appartements. Et ben voilà, si on attache trop d'importance, trop d'émotions, ça peut vraiment faire souffrir. Ça peut aussi nous ralentir dans notre progression. Et puis voilà, c'est pas forcément sain de mettre trop d'émotions dans un bien matériel, quoi. Voilà, donc ça c'était le petit retour sur le podcast de la semaine dernière. Je voulais juste en profiter pour les gens qui, voilà, petite pub, hein, je ne pousse pas à la consommation, mais en tout cas pour les gens qui veulent profiter de cette période pour se former, notre livre Riche de liberté est toujours disponible. Vous avez le lien pour le commander dans la bio de mon Instagram si ça vous dit. Et pour les gens aussi qui voudraient aller un petit peu plus loin avec nous, on a fait une promo sur notre formation, elle est à moitié prix voilà, pendant quelques temps avec le code RICHE 2020. Voilà. Si ça vous dit d'aller plus loin, de vous former, profiter de vous former à la division foncière, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir le contenu de la formation là-bas et voilà. Alors, on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Édouard Petit dans ce podcast. Ça me fait vraiment super plaisir parce que, voilà, Édouard, c'est quelqu'un que je connaissais pas, hein, mais je connaissais juste à travers ses livres. Donc, le premier, Épargnant 3.0 et le deuxième, Piloter un portefeuille d'ETF. J'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant. Du coup, j'ai même pris sa formation l'année dernière, que j'ai trouvé aussi exceptionnelle, vraiment d'une grande, grande qualité. Et j'ai eu l'idée de le contacter parce que vous êtes beaucoup à me demander de parler d'ETF. On a fait un live avec mon pote Yann la semaine dernière où il y a eu plus de 80 personnes connectées. J'ai eu beaucoup de messages suite à ça et beaucoup de gens me demandent des conseils et je me suis dit mais voilà, autant en immobilier, je peux donner vraiment des conseils en division foncière vraiment très sérieux, autant en ETF, je peux donner ce que je sais, mais voilà, bah, je vous ai ramené le, le roi des ETF en France, enfin en tout cas la personne, l'expert des ETF en France. Et on a enregistré un entretien de presque 50 minutes ensemble, donc que vous allez pouvoir écouter. Et puis restez jusqu'à la fin, si ça vous dit, il y a une petite surprise. Voilà, j'ai discuté avec Edouard à la fin, il y a une petite surprise. Donc écoutez, je vous laisse en présence d'Edouard et je vous retrouve juste après. Bon bah écoutez, comme je vous le disais, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui un invité de marque, quelqu'un dont j'ai lu tous les ouvrages, dont j'ai fait la formation. C'est Édouard Petit qui nous fait l'honneur d'être l'invité du podcast aujourd'hui pour qu'on puisse parler de l'investissement en bourse au travers des ETF. Bonjour Anthony, merci de me recevoir, je suis ravi. Bah surtout merci à toi Édouard, ça me fait vraiment vraiment très plaisir. Alors je sais que tu avais insisté pour le faire avant qu'on démarre cet épisode et je pense que c'est vraiment très important, même avant tout, de dire un petit mot, voilà, pour dire que les aspects sanitaires qu'on traverse aujourd'hui sont plus importants que les problématiques d'argent qu'on va aborder aujourd'hui. Et je pense que c'était bien de le rappeler. Je sais que c'est quelque chose qui compte pour toi aussi. Bah oui, je pense que, voilà, comme beaucoup de gens, l'argent ça doit servir à quelque chose, effectivement, et voilà, moi j'aime bien gérer mon argent, on peut y passer plus ou moins de temps, moi je pense qu'on peut mettre 1 minute par mois, mais voilà, c'est pas l'argent en tant que tel qui rend heureux, ça je crois que tout le monde le sait. Après, il faudra avoir un minimum. C'est sûr que pour que ça soit pas un problème, et c'est ce qu'on cherche à faire, développer son patrimoine. Mais voilà, de manière générale, s'occuper de sa santé, de sa famille, c'est extrêmement important. Et par les temps qui courent, avec voilà le danger qu'on est en train de vivre, Mm. voilà, s'occuper de soi, de sa famille, de ses proches, plus ou moins lointains, voilà, c'est vraiment très très important. Voilà, plus important que l'argent en tant que tel, c'est clair. Ouais, on est bien d'accord, hein. Puis en ce moment, bah, on va avoir une période, on est au début de cette période, on ne sait encore pas combien de temps ça va durer. Alors c'est vrai qu'on peut le mettre à profit pour se former, pour lire, pour faire plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire dans nos vies qui vont souvent à 100 à l'heure.
Mais voilà, c'est sûr que c'est important à rappeler, ça va de soi que voilà, en ce moment, on va aborder ces problématiques-là, mais il y a des choses beaucoup plus importantes comme notre santé. Voilà, rester en bonne santé, profiter de la vie et toutes ces choses-là. Donc, bah, écoute, je te propose pour commencer de te présenter à nos auditeurs qui te connaîtraient pas. Oui, tout à fait. Alors, bon, je m'appelle, Édouard Petit, j'ai un blog qui s'appelle, Épargnant, 3.0 et bah, j'ai commencé à éditer ce blog, en 2015, donc ça fait un peu plus de 5 ans, maintenant et j'ai écrit, un livre du même nom qui s'appelle Épargnant, 3.0 à l'époque. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Bah, en fait, j'ai toujours été passionné d'investissement. Alors, je travaille pas dans le monde de la finance stricto sensu, hein, je suis pas un professionnel de la finance, je suis un investisseur particulier, quelqu'un qui voilà, cherche à développer son patrimoine. Et puis, j'ai accumulé au fur et à mesure des investissements pour moi-même une certaine compétence. Et puis, je suis tombé sur un concept qui n'existait pas beaucoup à l'époque et qui est encore très mal connu, qui s'appelle l'investissement passif, notamment grâce aux trackers, aux ETF, on va en parler. Et donc j'ai eu envie d'écrire là-dessus parce qu'il y avait déjà des ouvrages aux États-Unis, mais il n'y avait pas d'ouvrages en France sur le sujet. Donc je me suis lancé. Et puis bah, ça a très bien marché, il a été très bien reçu par les lecteurs. Et bah, donc voilà, j'ai continué, développé mon blog, j'ai écrit un deuxième livre. Et aujourd'hui, bon, j'ai une certaine reconnaissance à la fois parmi mes auditeurs dans le monde du particulier, et puis aussi dans la presse où je suis interviewé, dans le monde universitaire aussi, je commence à être connu, j'enseigne dans des écoles de commerce et tout. Mais encore une fois, je suis un peu un ovni dans ce domaine-là parce que je ne suis pas un professionnel je ne suis pas gestionnaire de fonds, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. J'ai un boulot dans le monde du digital, hein, voilà. Et je fais ça par passion. D'accord. Ah ouais, bah écoute, en tout cas, la passion, elle se ressent parce que moi, donc, je t'ai découvert au travers de ton livre Épargnant 3.0. Alors, mes auditeurs qui sont les fidèles du podcast, ils connaissent ce livre parce que c'est vrai que j'en parle souvent. Souvent, on me pose des questions sur la partie investissement en bourse. Alors, mon podcast, il est plus au départ sur l'investissement immobilier, parce que moi, c'est ce que je pratique le plus. Et il tourne beaucoup autour du mindset aussi, puisque c'est quelque chose qui me passionne. Mais souvent, on me demande sur l'aspect bourse, tous les investisseurs que je côtoie qui font de l'immobilier veulent aussi se former là-dedans. Et c'est souvent donc ton livre que je leur conseille. Ah, merci. Et, et voilà, je leur conseille et donc avec des bons retours. Et en fait, moi, ça m'a fasciné parce que on a toujours envie d'être actif dans son investissement. On se dit qu'en fait, plus on va en faire, plus on va s'y intéresser, plus on va acheter, revendre, plus on aura de performance. Et en fait, ce que j'ai surtout compris en lisant ton livre, c'est que c'est pas tout le temps vrai, quoi. Bah, c'est souvent même assez faux en fait, hein. Donc le moins on en fait, mieux on se porte. Après, il faut essayer de tenir le plan qu'on a défini au départ, hein, c'est ça qui est difficile. Et il faut essayer d'avoir un plan correct. Voilà. Donc il faut quand même se former au départ, mais une fois qu'on a bien compris, eh ben, la mise en œuvre, elle est pas très compliquée. Voilà. Après, c'est vrai que ça prend, c'est ce que je dis là, c'est un peu mon gimmick, moins d'une minute par mois. Et je le pense vraiment, il y a des techniques même pour baisser à zéro. Donc c'est entre 0 et 5 minutes par mois. Mais c'est vrai que c'est Ouais. facile, mais il faut quand même travailler beaucoup sur sa psychologie. Et voilà, c'est comme, enfin, c'est malgré tout, c'est un peu comme dire, bon, bah, un régime, ok, il suffit de mieux et moins manger, ok, bon, voilà. Mais Mhm. le faire tous les jours, et notamment par exemple dans les temps qui courent, bah, ça demande Ouais. un peu quand même de maîtrise de soi. Donc tu parlais de mindset, et donc dans le domaine de l'investissement euh, financier, je dirais pas que boursier, hein, pour tous les actifs financiers, Mhm. c'est aussi vrai comme dans l'immobilier, donc le mindset et dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça compte beaucoup le Ouais. mindset. Voilà. Ce que tu dis, ça me fait penser à la phrase de Warren Buffett. Alors, je pense qu'elle lui est attribuée, ou en tout cas, elle est de lui, qui dit investir est simple, mais n'est pas facile. C'est exactement ça. Voilà. Et voilà, parce que ta méthode, elle est très simple, mais quand les marchés sont bousculés, quand on allume la radio, qu'on entend que c'est la fin du monde, la fin du capitalisme, que c'est une crise qu'on n'a jamais traversée, que c'est pas comme avant, que tout va s'effondrer, il faut avoir, comment dire, il faut être bien câblé et il faut faire preuve d'une grande abnégation, voilà, Ouais. pour continuer à investir tous les mois.
Voilà. Mais il y a quand même des techniques pour se faciliter la vie et éviter de faire trop d'erreurs et tenir son plan, en fait, hein. Donc, il faut bien réfléchir sur soi-même. Bah, dans les techniques, il y a notamment avoir des choses automatisées. Mais il y a d'autres techniques qui permettent de mieux vivre quand l'évolution de son portefeuille financier, quand la bourse est chahutée. Voilà. On peut travailler sur sa Ouais. psychologie, je pense. Ah, ouais, exactement. Exactement. Alors, écoute, je te propose de commencer par les grands principes de ta méthode. En fait, on va partir du principe que les gens qui nous écoutent n'ont pas beaucoup de connaissances. Pour l'expliquer, alors c'est pas facile à expliquer en plus sans support visuel, vraiment à l'audio, mais de la façon la plus simple possible, comment tu l'expliquerais? Alors, déjà, moi, le point de départ, c'est de dire que euh, l'actif qui a un actif, c'est l'or, l'immobilier, les obligations, les actions, etc., qui a eu la meilleure performance sur le long terme, ce sont les actions. Ok. Ça, je ne prends pas l'effort personnel qu'on peut mettre en place pour retaper son immeuble, je ne prends pas l'effet de levier, je ne prends pas tout ça, où il est possible d'avoir une excellente performance avec l'immobilier, je ne le nie pas. Mais en tout cas, quand juste brut comme ça, les actions, c'est ce qui a apporté la meilleure performance sur le long terme. Donc, ça a apporté, disons, alors il faut bien faire attention, hein, retrancher l'inflation, parce que quand on ne retranche pas l'inflation, ça donne des choses absolument énormes. Et l'inflation a été sur le long terme beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui, hein. En France, depuis 1900, par exemple, l'inflation a été plutôt de 6 à 7%. Voilà. Mais disons que les actions sur le très long terme, sur plus d'un siècle, ça donne entre 5 et 6% net d'inflation par an. Voilà. Alors que le livret A, à l'extrême inverse, on croit que ça donne un peu, mais si on retranche l'inflation, bah c'est une performance négative. Okay, et l'immobilier sans levier, c'est un peu entre les deux, à mon sens. Donc, c'est les actions. Donc, la question qui se pose, c'est comment investir correctement en actions. Bon, déjà, première réponse, comment investir correctement en actions, c'est de ne pas investir tout son patrimoine en actions. Bon, déjà, donc le principe de la diversification, c'est l'élément premier. On ne met pas tous ses œufs dans le même sac, surtout au début quand on ne connaît pas trop déjà comment fonctionnent les actions et comment on se connaît de soi-même. Déjà, premier élément, c'est ça. Donc, j'ai jamais dit, hein, il ne faut pas me faire dire ce que d'ailleurs, les gens ne me font pas dire ça en général, mais bon, voilà, j'ai jamais dit qu'il fallait 100% en actions, qu'il fallait pas d'immobilier. Je suis pas du tout anti-immobilier, je suis pas fonds euro, loin de là. Et ma méthode, elle cherche justement elle parle pas que d'actions, elle parle de tout ça, comment avoir un portefeuille équilibré. Donc ça, c'est la première chose. Pour bien investir en actions et profiter des actions, il faut ne pas faire que des actions. Bon. Deuxième chose, c'est un truc qui est un peu que peu de gens connaissent, je pense, en dehors de la finance, c'est que quand une action vaut un prix en bourse, en fait, c'est deux professionnels qui s'échangent cette action pour un prix, et les deux pensent avoir raison. Hein. Quand Renault ou n'importe quelle action vaut 60 euros, c'est quelqu'un de Goldman Sachs qui l'a vendu à quelqu'un de la BNP. Les deux, ils passent leur temps à faire ça, à analyser les sociétés, etc. Et ils se mettent d'accord, ils disent bah, c'est 60, et il y en a un bien qui pense. Celui qui achète, il dit bah, ça va monter, et celui qui vend, il se dit ça va baisser. Hein. Voilà. Et en fait, c'est des milliers, le prix en bourse, c'est des milliers de professionnels qui se posent cette question et qui se mettent d'accord sur un prix. Donc, ce qui fait que le prix en bourse, c'est le résultat de l'intelligence collective de tous les professionnels du marché. Voilà. Et donc, nous, en tant que particulier, c'est quasiment impossible de savoir mieux que l'ensemble des professionnels ce qu'il en est. Et même un seul professionnel a peu de chances de faire mieux que l'intelligence collective de tout le monde. C'est un peu ce que tu disais quand tu disais que trader, c'est essayer de se battre contre les meilleurs MBA du monde, quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont tous hyper bien formés, les professionnels. Franchement, ils veulent, ils veulent bien faire. Ils sont bien formés. Ils font ça toute la journée. Ils ont plein de données sur le sujet, des ordinateurs à profusion. Nous, même en y passant du temps, on n'a pas ça. Et même un seul professionnel ne peut pas se battre contre tous les autres professionnels à la fois. Ce qui fait que bah, ça arrive un petit peu à la théorie que le meilleur prix, c'est finalement, enfin le moins mauvais prix, on peut dire, pour ceux qui veulent le dire comme ça, c'est le marché. Voilà. Si Renault, ça vaut X euros en bourse, c'est la moins mauvaise estimation de ce que ça vaut, en vrai. Voilà.
D'accord. Donc, croire au marché et se dire: «Bah, finalement, c'est le meilleur prix» et pas chercher à faire mieux que le marché, c'est le point de départ de la réflexion. Et pour, suivre ce marché, la meilleure méthode, c'est de dépenser le moins d'argent possible et il y a des produits qui sont très peu chers, qui suivent le marché. Ça s'appelle les trackers ou les ETF, Exchange Traded Funds. Et donc, à mon sens, c'est vraiment voilà, un produit qu'il faut connaître, qui est assez simple à comprendre, technique. Et en fait, ça achète tout sans se poser de questions. Voilà, ça achète un indice boursier sans se poser de questions. D'accord. Et alors, là-dedans, il y a comment, pour les gens qui nous écouteraient, qui voudraient en savoir un peu plus, comment ça fonctionne? Je sais qu'il y a deux types d'ETF. Il y a ceux qui sont à réplication synthétique et ceux qui sont à réplication physique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors après, il faut pas. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà une question relativement, si je peux me permettre, advanced, hein, franchement. Ouais, Le ok. principe de base, c'est quoi? C'est euh, on achète par exemple un ETF CAC 40 parce que les gens connaissent le CAC 40, c'est pas le meilleur indice du monde, mais c'est celui qu'on connaît. Voilà. Bah, l'ETF, Ouais, il va acheter dans les mêmes proportions que le CAC 40 toutes les actions du CAC 40 sans se poser de questions. Voilà, c'est aussi simple que ça. mm, La première position de tête, bah, ça va être LVMH. Si LVMH est X% du CAC 40, il va acheter X%. Il ne va pas se poser la question d'acheter Renault ou Peugeot, il va acheter les deux en fonction de la taille de ouais, la société en bourse, de ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Voilà, il va faire ça, tout simplement. Voilà, c'est ça le fonctionnement de base d'un ETF, sachant qu'on peut acheter des indices dans le monde entier, on peut acheter des indices américains, des indices des pays émergents, des indices sectoriels, on peut faire plein de choses. Voilà, mais ça marche tout le temps ouais, de cette façon. Après, il y a un truc qui a été inventé en Europe pour différentes raisons. Ça s'appelle effectivement les indices à réplication indirecte. C'est une autre technique, voilà, qui paraît un peu plus bizarre quand on la connaît mal. C'est ça achète des actions, voilà, de la même manière, mais ça fait un échange de performance avec une banque pour dire moi j'achète des actions européennes, mais est-ce que tu peux m'échanger la performance des actions européennes contre les actions américaines? Voilà. C'est une technique. d'accord. Franchement, je pense que c'est pas la plus importante à connaître, si ce n'est que cette technique, Ouais, elle permet de mettre des ETF hors Europe dans son PEA, alors que normalement, le plan d'épargne en action est réservé aux actions européennes. Et le PEA, c'est vraiment un super exactement. véhicule d'investissement. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir à mon sens. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'essaye un petit peu d'expliquer. Comme nous, on a l'investissement en résidence principale qui n'est pas taxé quand tu vends. Je dis que le PEA, c'est aussi le petit paradis fiscal français pour les actions, d'une certaine façon. Ah oui, franchement, c'est assez exceptionnel. Et cette possibilité de mettre des ETF dans le PEA, c'est vraiment une occasion à vraiment ne pas manquer, hein, parce que, en fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais investir à l'étranger, dans les actions étrangères, est moins risqué qu'investir dans des actions françaises, pour Ouais, différentes raisons, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a plus d'actions à l'étranger qu'en France. Voilà, c'est une des raisons. Donc, ça diversifie plus le risque. Et donc, qui dit plus de diversification, dit moins de risque. Voilà. ouais, tout Donc, je à dis pas que fait. c'est plus performant, hein, mais le rapport performance sur risque est meilleur. Et alors, moi, quand j'ai découvert le lazy investing, au début, ça fait pas rêver parce que justement, comme tu le disais, on va avoir la performance du marché. Et chacun pense qu'il est meilleur que le marché. Qu'en essayant de trader un peu, il va faire mieux. Et souvent, quand on y arrive, c'est souvent un coup de chance, puisque on le sait, enfin, quand le marché est haussier, souvent les traders gagnent, et quand le marché est baissier, les traders perdent. Donc, personne n'a envie d'une performance moyenne, en fait, de se contenter, entre guillemets, de la moyenne. Mais pourtant, si on veut investir sur le long terme, c'est ce qui est le mieux. Oui, alors, t'as tout à fait raison. Donc, c'est sûr que ouais, on veut pas être tout le monde. Enfin, je pense que si les gens qui interrogent leurs proches leur demandent est-ce que tu es un conducteur meilleur que la moyenne ou moins bon que la moyenne, je pense que 90% des gens interviewés se pensent meilleurs que la moyenne en Ouais, conduite, par exemple. Donc voilà, donc c'est un biais assez c'est classique, sûr. hein. Et donc voilà, donc on n'a pas tellement envie d'être moyen et on se sent rarement moyen. Et c'est pareil un peu en investissement. Tout à fait. Mais, enfin voilà,
Le truc, c'est que c'est extrêmement difficile d'être meilleur que la moyenne en bourse pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc voilà, et même des gens comme Warren Buffett, célèbrement connus, ont même du mal. Hein, ils y arrivent de temps en temps, ils n'y arrivent pas tout le temps. Donc voilà, ouais, c'est impossible de se battre contre tous les MBA du monde à la fois, ça c'est clair. Et d'ailleurs, Ouais, le complètement. résultat aussi, c'est que, en fait, le truc, c'est que le marché, donc en fait, c'est la moyenne de la performance de tout le monde. Mais comme quand on prend un fonds chez un professionnel, bah, il va nous facturer des frais pour son travail, tout l'effort qu'il a mis, etc. Bah, ces frais, ça vient directement ça vient directement être retranché de la performance. Donc si on dit que les actions, ça Ouais. fait 5 ou 6% sur le long terme et allez, 8% brut d'inflation, bah, quand on a 2% de frais, en ratio, c'est énorme. Mmh. Et en fait, euh, rattraper ces 2% de frais pour arriver aux 8%, bah, c'est quasiment impossible. Il faut vraiment être largement, largement meilleur que tout le monde à la fois, en fait. Et c'est quasiment impossible. Ouais. Donc, ce qui fait que quand on prend un ETF, un tracker qui lui a très peu de frais, un ETF, ça coûte entre 0,1% et 0,4% par an contre 2% contre un fonds qu'on appelle actif en général, et ben c'est imbattable pour ces raisons-là, c'est qu'il y a moins de frais et on est plus proche de l'indice. Avec 2% de frais, on peut pas, c'est très difficile de revenir même au niveau de l'indice. Ouais, complètement. Complètement. C'est pour ça que voilà, l'avantage des ETF, ça permet de profiter bah, justement de cette intelligence collective du marché, tout en ayant des frais qui sont entre 0,1 et 0,4% par an. Ouais, exactement. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer. Alors, on parlait un peu des biais comportementaux tout à l'heure. La question que j'avais, c'est que justement, bah, comme on va être investi tout le temps, on va à la fois profiter donc des grands mouvements haussiers du marché, mais à la fois, tu me vois venir, des grands mouvements baissiers. Et donc, bah, comment est-ce qu'on doit se comporter justement, aujourd'hui, c'est le crack, il vient d'arriver il y a un petit mois. Comment est-ce qu'on se comporte quand on a investi en ETF et qui est en train de se passer en ce moment? Alors, oui, mais c'est une bonne question, surtout en ce moment, parce qu'on voit effectivement que ça bouge beaucoup, hein. Certains jours, les actions ont perdu de plus de 10% dans la journée, donc c'est sûr que quand on voit son patrimoine baisser de 10%, ça peut faire un peu peur, hein. Ça, je veux bien le croire, hein. Moi-même, je suis très investi en actions, hein, donc Ouais. c'est sûr que ça peut faire quelque chose. Mais alors déjà, je le redis, hein, Je confirme. ouais, on n'investit pas que en actions, hein. Donc, c'est pas 100% de son patrimoine qui baisse de 10%. Donc, la première chose, c'est normalement, on doit être diversifié, hein. Et donc, si Ouais. ça stresse trop, c'est qu'en fait, on n'est pas suffisamment diversifié. C'est qu'on a trop d'argent en bourse. Voilà. Donc, la première chose, c'est de bien définir l'argent qu'on doit mettre en bourse par rapport à l'argent qu'on veut mettre en immobilier, qu'on veut mettre dans des fonds euros. Typiquement, les fonds euros, c'est moins risqué sur le court terme, en tout cas, que les actions. Une action, ça peut, enfin, les actions, le marché des actions, ça peut perdre 10% d'une journée. Un fonds euro, ça peut pas perdre 10% d'une journée. Voilà. Donc, c'est sûr que quand on met des fonds euros, par exemple, ou du livret A même, ça va atténuer les variations. Donc, la première chose à faire, c'est de bien définir son pourcentage, la baisse qu'on est prêt à encaisser. Et ça, c'est peut-être la partie un peu difficile, justement, de la technique, parce que bah, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir sur quel horizon de temps on va investir, il faut se connaître parce que bah, on ne sait pas facilement combien de pourcentage on est prêt à accepter, et tant qu'on ne l'a pas vécu, Ouais. bah, on sait pas trop, quoi, hein. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un plan qui dit tous les combien est-ce que on investit. Par exemple, on investit 50, 100, 1000 euros par mois en actions, en euros, en immobilier. Et le but, c'est de s'y tenir contre vents et marées, puisque comme on ne sait rien, en fait, on part du principe qu'on ne sait rien, on investit dans tout le temps. C'est ça le truc. Enfin, c'est pas qu'on ne sait rien, c'est qu'on ne sait pas mieux
que l'intelligence collective, Mmh. voilà, donc on investit tout le temps, tout, et y compris pendant les cracks. Alors, c'est sûr que on va investir au mauvais moment, ça c'est sûr, mais on va aussi investir au meilleur moment. Donc en moyenne, ça va. Mais si vous essayez de faire le malin, vous risquez d'investir au pire moment, et donc c'est un risque plus élevé. Voilà. Donc il faut tenir la barre pendant les cracks, ce qui n'est pas évident, et c'est pour ça que ça demande d'avoir voilà, des bonnes dispositions psychologiques et de se motiver. Ouais, Voilà. et je le vois encore plus en ce moment parce que, donc, tu vois, dans ces périodes de crack, moi, ce que je conseille, c'est déjà de ne pas avoir de télé. Alors déjà, ne pas avoir de télé, c'est valable, De manière c'est générale. valable en permanence, mais surtout en période de crack, puisque voilà, bah, l'économie de la peur, on la connaît et on sait à quel point ça peut faire vendre, de faire peur aux gens. Mmh. Et voilà, ça joue beaucoup dessus. Et puis, en ce moment, je le vois, moi, sur les réseaux, tout le monde joue les Nostradamus un peu. Et bah, je reçois parfois des messages sur Instagram en me disant, bah, tu vois, ça va perdre encore tant de pourcents, ou d'autres carrément optimistes, tu vas voir, ça va remonter de temps, c'est le moment d'investir. En vérité, personne ne sait, personne n'est capable de le savoir. Non, voilà, c'est ça. Donc comme on sait rien, donc y compris moi, j'ai pas de boule de cristal, personne n'a boule de cristal, et ben, on investit, régulièrement sans se poser de questions. Ça en plus, c'est plus facile psychologiquement, hein. Ça permet de mieux dormir, on se pose pas de Ouais, questions. Voilà, et comme tu dis, une des meilleures techniques pour, déstresser, c'est de ne pas regarder son portefeuille financier. Voilà. Donc et sincèrement, moi, je l'applique à moi-même, et je dois dire qu'en général, c'est les gens qui me disent: «Mais tu as vu la bourse aujourd'hui?» Et en fait, même moi, dont c'est ma passion, je vous promets que je ne regarde pas. mm. Et là, j'étais obligé, enfin obligé, juste avant notre notre entretien, j'ai vérifié un peu les pourcentages et cetera, parce que franchement, je ne regarde pas mon portefeuille. Je ne sais pas. Voilà, Ouais, et donc il faut essayer d'arriver à ça, et c'est sûr que c'est pas facile quand pendant toute la journée, à la télé, on lit, on entend, oui, ça a baissé et le CAC et machin et truc et bidule. Il faut résister psychologiquement, et c'est sûr que c'est, pas, évident. Voilà, et d'ailleurs, à propos de ça, parce que quand même, comme je te disais, j'ai préparé, donnons quelques chiffres quand même, parce que j'ai j'ai préparé, j'ai refait mes petits calculs. Bah, j'aimerais quand même dire que malgré ce crack, plusieurs choses. Bon, malgré ce crack, j'ai recalculé ce qu'a donné la bourse, un investissement dans le monde entier, en euros, de la bourse depuis 1970. Voilà. ouais, On arrive à plus de 9% par an. Avant c'est l'inflation, hein, et dingue. l'inflation, c'était plus ou moins de 4%. Malgré ce crack où effectivement, les actions là, par rapport au plus haut, ont chuté de 30%. C'est quand même pas Ouais, rien, 9% par an. Sachant qu'encore une c'est fois, incroyable, avec une technique où on peut n'y passer qu'une minute par mois. C'est quand même bien bon à sûr. savoir. Et avec les intérêts composés, bah, l'effet boule de neige, il est vraiment important. Deuxième chose, Ouais, complètement. c'est que les gens, quand ils regardent les baisses, ils regardent toujours les baisses par rapport au pire moment. Donc, oui, ça a baissé de 30% par rapport au plus haut, mais sauf que le plus haut, c'était pas le début de l'année. Si on prend juste par Ouais, rapport à janvier, ça n'a pas baissé de 30%, ça a baissé de 20% seulement. Ah, ouais, bon. Et si on revient un an en avant, ça a baissé de 0%. Parce que la bourse l'année dernière a fait plus mm, 30%. Bah, il y a un crack ou il n'y a pas de crack? mm, Voilà. Donc il faut toujours prendre un peu de recul, et c'est ça ce que ça demande en fait. Ça demande pas un QI énorme. Ça demande justement des capacités de dézooming et de pas regarder le CAC au jour le jour, etc., mais d'avoir un peu ouais, une vue d'ensemble, de regarder l'histoire des marchés financiers, de prendre du recul. Voilà. Donc là, le crack, il nous ramène à 1 an et demi en arrière, pas 20 ans en arrière. ouais. Donc, comme là, c'est une stratégie qui est patrimoniale. On va investir sur des horizons de au moins une dizaine d'années. Ouais. Donc, en investissant comme ça, mais qu'est-ce que c'est 1 an et demi au regard de 10 ans d'investissement? Mm. Plus, enfin, si on ajoute à ça les dividendes réinvestis, les intérêts composés
qui s'accumulent. Ça, comment dire, en bâtissant, je fais une analogie avec l'immobilier, mais pierre par pierre ce patrimoine, et en regardant pas son portefeuille tous les jours, enfin moi je le sais, ça me l'a fait, hein, quand des fois on regarde, on se rend pas compte à quel point ça grossit, quoi. Mmh. Tout Et, à fait. Alors là, quand même, et- je les ai pris déjà dividendes compris, hein, les chiffres que je viens de donner, parce oui, qu'effectivement, oui, comme tu le dis, bien moi, sûr. un indice, pour savoir ce que ça, enfin, pour savoir ce que son investissement donnait, il faut prendre les dividendes. Et c'est vrai que quand on donne le CAC 40 à la télé, bah, c'est jamais dividendes compris. Donc c'est sûr que bon, c'est pas, Ouais. bon, c'est pas très, très vrai. Voilà. Mais c'est sûr qu'on se rend compte qu'à la fin, c'est juste une histoire de sang-froid, parce que on le voit en 2019, quand la bourse a fait plus 35%, on peut ne plus se sentir, quoi, et se dire, mais je suis en train de gagner énormément d'argent. Ou à l'inverse, quand les marchés sont chahutés, comme en ce moment où on repère ces 30% qu'on a gagnés, se dire que tout va s'arrêter, et puis faire le pire, c'est-à-dire vendre au plus bas de peur que ça descende encore plus, et vraiment encaisser sa perte pour le coup. Donc la méthode est très simple, mais n'est pas facile, juste par ce biais psychologique, en fait. Ouais, tout à fait. Et donc, comme Vraiment tu le ça. dis, les gens, et c'est montré par les études, hein, quand on regarde, ils investissent plus en actions quand ça a déjà monté, et ils désinvestissent des actions juste après les cracks, alors qu'en général, ça remonte après les cracks. Alors je ne sais pas du tout, hein, ce qui va se passer là dans les prochains mois, dans les prochaines années, hein, je ne vais pas dire ça, j'ai pas de boule de cristal, mais de manière générale, ça remonte et c'est pas une bonne idée de tout vendre après un crack. Après, combien de temps va durer le crack? Est-ce qu'on peut encore reperdre 30%? Oui, on peut reperdre encore 30%. Est-ce qu'on peut regagner 30%? Oui, on peut regagner 30%. J'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc en général, les gens, ils investissent au mauvais moment. Donc pour investir Ouais, au moins mauvais moment, il faut travailler sur sa psychologie. c'est ça. Puis il vaut parfois mieux s'occuper de ses finances seul. Ah, j'ai eu le cas récemment de personnes que je connais qui voulaient investir dans l'immobilier, qui avaient prévu d'acheter leur résidence principale. Ils ont fait confiance à leur banquier pour un placement qui était pour eux temporaire, hein, puisque c'était l'argent pour acheter leur résidence principale entre deux maisons. Et leur banquier, au regard de la performance exceptionnelle des actions l'an dernier, a jugé bon de mettre en action, et ils avaient besoin de leur rapport pour acheter maintenant, sauf que le rapport, il a fait -30. Donc il va, voilà Ah, quoi. c'est sûr que ça c'est vraiment une bonne pratique de base, c'est que moins on investit sur une durée longue, plus on doit, enfin moins on met d'actions. Voilà, normalement c'est une des raisons Ouais, pour ne pas mettre trop d'actions, parce qu'effectivement les actions c'est une bonne performance sur le long terme, mais ça peut perdre beaucoup, beaucoup en quelques jours, quelques mois, c'est ce qu'on vient de voir. Donc voilà. ouais, Même si ça remonte un jour, c'est sûr que c'est pas pratique. Cela étant, moi j'ai dit que les livrets A ou les fonds en euros étaient moins risqués que les actions sur le court terme. Alors j'ai fait exprès ouais. de dire court terme, je vais dire ça. Alors même s'il y a sur ce que je veux dire, d'un point de vue purement formel, il y a un débat sur ça dans la littérature scientifique, je ne vais pas rentrer dedans, c'est est-ce que les actions sont moins risquées que les obligations sur le long terme? Il y a un débat scientifique. Bon. Moi, je pense quand même, en tout cas, qu'il faut réfléchir à ça. On a l'habitude de dire que le livret A est moins risqué que les actions. C'est tout à fait vrai sur le court terme. En revanche, si on regarde sur le long terme, on peut se poser la question. Parce que si vous avez besoin d'argent à la retraite et que votre livret A, il fait 0% par an et même moins net d'inflation, vous pouvez en fait avoir 100% de chance de ne pas réussir votre projet, qui est par exemple de bien vivre à la retraite. Finalement, sur le long terme, vous mettez plus de chances de votre côté de réussir votre projet en investissant dans quelque chose qui va produire de la performance, même si ça varie beaucoup. Donc d'une certaine façon, les actions peuvent être considérées comme moins risquées sur le long terme qu'un investissement qui est dit peu risqué, comme le livret A ou les fonds en euros. Voilà. Mais le concept du risque est Ouais. toujours quelque chose de très compliqué, de très variable. C'est un peu comme quand on dit bah, qu'est-ce que le temps? Bah, on ne sait pas bien répondre. Bah, qu'est-ce que le risque? C'est pas évident. Voilà, c'est un peu un débat philosophique. Moi, je pense que quand on investit à long terme sur les actions, ça permet de réduire d'une certaine façon le risque. Et même s'il y a un débat scientifique sur le sujet, je pense que.
c'est à prendre en compte. Ouais, moi je suis convaincu aussi. Après, tu vois, ce que je conseille moi aux gens qui écoutent le podcast, c'est déjà de bien définir son allocation à la base, la partie qui va être en fonds en euros et la partie investie en actions, bah, en leur disant que voilà, dans les plus gros cracks de l'histoire, on a perdu 50%. Donc si on part du principe qu'on va être 50% fonds en euros, 50% investi en ETF, ben, on peut voir son patrimoine baisser de 25% en quelques mois, voire en un seul mois. Et ça, est-ce qu'on est capable de l'encaisser? Donc, ça, je crois que c'est aussi ce que tu marques dans ton livre, d'ailleurs. Moi, je C'est sais ce que que ça m'a j'allais dire. vachement aidé. J'allais dire, c'est bien vu cette histoire. Ouais. Oui, oui, bah, je suis d'accord avec toi. Et en tout cas, ce que tu as écrit, ça m'a énormément aidé parce que voilà, pour définir le risque et savoir ce que j'étais capable d'accepter, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, Mais il c'est faut surtout que le, dans la littérature, dans les finances, souvent on définit le risque comme la volatilité, qui est, c'est sûr, est un petit peu abstrait pour le commun des mortels, en fait. Voilà. ouais. Il faut le vivre pour s'en rendre compte, en fait, parce que même en le faisant, celui qui voudrait s'entraîner 1 an avec un compte bourse fictif sur Internet, pour voir comment ça lui ferait, on se rend pas compte tant que c'est pas notre argent qui est investi, on n'arrive pas à comprendre exactement les sensations que ça peut procurer dans la psychologie, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller quand même à petite dose au début pour voir ce que ça fait. Tout à fait. Ouais. Mais après, tu vois, je regardais alors, moi, j'ai pris ta formation. Donc, dans ta formation, on a un outil pour faire des backtests, Mhm. c'est-à-dire, pour bien expliquer aux gens, avec toute la data qu'on a, toutes les données de la bourse depuis des années et des années, ben, on peut voir si on avait commencé d'investir en 2008 et tester sa stratégie dans le temps et voir à l'heure actuelle le portefeuille qu'on aurait. Et moi, je me suis rendu compte en m'amusant avec ça que le fait du moment qu'on passe 5, 6, 7 ans, le fait qu'on a investi juste avant un crack ou juste après, ça n'a plus tellement d'influence avec le temps. Bah, surtout si tu investis régulièrement. Voilà. Si tu investis pas Voilà, c'est régulièrement, ça. tu peux rentrer au mauvais moment. Mais si tu investis tous les mois une somme d'argent, bah, l'effet devient moins important, c'est clair. Alors, il y a beaucoup de gens qui attendent un crack pour investir. Et souvent, quand il est là, bah, ils ont tellement peur que ça descende plus bas qu'ils attendent que ça remonte. Mais là, c'est vrai que c'est une vraie opportunité en ce moment. Bon, Alors, à la fois, c'est une grosse crise et à la fois, je ne me c'est. prononcerai pas sur ce sujet. J'en Oui, sais, encore ouais, une fois, j'en sais ouais. rien. Ça peut rebaisser de C'est moi qui 30%, le dis, oui, effectivement. ça, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a toujours, parce que je le vis, hein, depuis quand même un bout de temps où j'ai écrit mes livres, donc des gens que je côtoie, il y a toujours une bonne raison pour pas investir, hein. Moi, j'entendais depuis 2015 les marchés sont trop hauts, et puis maintenant, bah, c'est un crack, ça va pas bien. Alors, je vais vous donner un scoop. Attention, quand il y a un crack boursier, c'est en général que ça va pas bien. Voilà. Donc, sous cette boutade, bah oui. Donc, c'est sûr que les perspectives ne sont pas bonnes. Ça, c'est sûr. C'est le principe d'un crack, hein. Les gens qui font les prix, les professionnels de la bourse, ils font pas exprès de faire un crack, hein. C'est pour des. Même si Ouais, on dit que la bourse est décorrélée de la vie réelle, dans certains cas, elle est quand même pas complètement décorrélée de la vie réelle. Donc, investir pendant un crack, c'est pas facile psychologiquement, comme tu disais. C'est pas facile psychologiquement aussi quand ça a trop monté. Donc, en fait, pour enlever de la pression psychologique, la meilleure méthode, c'est de le faire tout le temps et de ne pas se poser de questions. Voilà. Encore une fois. ouais, complètement. C'est ce que j'ai fait, ouais, agir comme un robot, en fait. Il faut vraiment décorréler ses sentiments de son plan d'investissement. Il faut faire son plan à tête reposée et après, coûte que coûte, s'y tenir, en fait. Exactement. Et c'est encore une fois, c'est pas nécessairement facile parce qu'il y a toujours un copain qui va t'appeler. Ah ouais, mais regarde, j'ai une supériorité. Bah, comme tu dis, ouais, ça va monter, machin, etc. Il y a toujours quelqu'un pour se faire dévier du bon chemin. Ouais. Bah là, en ce moment, c'est les vidéos sur Internet. Alors, tu sais, super bien tournées, avec des caméras, un montage de dingue. Alors, j'en ai vu qui expliquent que c'est la fin du capitalisme.
J'en ai vu d'autres qui expliquent que c'est la fin des monnaies fiat et que tout le monde va payer en crypto dans 6 mois, et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est très très convaincant, quoi. En tout cas, ça paraît. Ouais, bah, c'est peut-être bien monté et cetera. Après, encore une fois, on n'en sait rien donc la Ouais, meilleure, tout à fait. façon de se protéger de ça, c'est de le faire tout le temps et de diversifier, un maximum. Mais après, il faut pas diversifier dans n'importe quoi, hein, c'est ça. Il y a quand même des choses, je pense, à ne pas faire et il y a quand même des choses qui sont dites qui sont, assez fausses, qui sont vraiment jamais, avérées vraies. Donc voilà et donc Ah oui, enfin, bon, si on regarde de sur les crypto-actifs, crypto-monnaies, crypto-actifs, on les appelle un peu comme on veut. Par exemple, quand on écoutait ces gens-là, ils ont souvent dit que c'était décorrélé de la bourse. Bah, quand même, ouais. ça a sacrément bien baissé. Hein. Donc, une valeur refuge, Ouais, c'était pas tant que ça. c'est Voilà. ça. Donc, je ne Ah sais pas ouais, ce que ça va donner c'était hein, censé être une valeur refuge ouais, dans les prochains mois, mais et ça a clairement ouais, ça a clairement dévissé, en même temps que la bourse, hein. donc, voilà. Parce qu'effectivement, on a besoin d'argent. C'est ça le principe. Hein. Quand on a peur, on a besoin d'argent. Donc, les gens retirent des choses qui paraissent risquées. Voilà. C'est pas plus compliqué Ouais, que ça. Et les actions, c'est sûr, ça peut être risqué. Donc, quand on a peur, ou qu'on a peur et qu'on a besoin d'argent, enfin, voilà. C'est difficile aussi ouais, pour des raisons psychologiques, les cracks, mais c'est difficile aussi pour des raisons matérielles, parce que pendant les cracks, ça arrive assez souvent quand même qu'il y ait des crises économiques, qu'on se retrouve au chômage, ouais, ou qu'on n'ait pas son bonus, et on a besoin d'argent. Donc, c'est normal que les gens retirent de l'argent de la bourse à ce moment-là. Ça, c'est pas ouais, absurde. c'est sûr aussi, Donc, complètement. Ouais, tout à fait. donc investir pendant un crack, je reprécise, ça demande des dispositions psychologiques, mais ça demande aussi de l'avoir de l'argent pendant le crack. Et c'est pas donné à tout le monde. Ouais, Et c'est pour ça qu'on peut pas être à 100% en action. Voilà. tout à fait. D'où l'intérêt justement d'avoir son allocation d'actifs, bien définie entre son fonds euro et ses ETF, pour le jour où les ETF baissent et ben, avoir des cartouches pour réinvestir, quoi. Exactement. Voilà. Mmh. C'est ce qu'il faut faire. C'est au moment où ça baisse, on peut de temps en temps, selon son plan, effectivement, vendre ses actifs peu risqués sur le court terme, comme les fonds en euros, pour acheter des choses qui sont censées donner plus de performance sur le long terme et qui ont été un peu massacrées. C'est le principe de Ouais, rééquilibrage, rebalancing en anglais, ouais, qui est très important. ouais, Mais il est important aussi, enfin, pour cette raison-là, parce que ça permet d'acheter des actions un peu de manière décotée, mais surtout que c'est que ça permet de garder son profil de risque. Voilà, c'est surtout ça. C'est que si on dit qu'on est à 60% d'actions, 40% de oui, fonds en euros, bah, si les actions elles ont augmenté de 30% et les fonds en euros de 2%, bah, on aura augmenté son allocation en actions et on sera avec un profil de risque mmh, très différent. Donc il faut réallouer son risque. Il n'y a pas besoin de le faire très souvent, hein, une fois par an, ça suffit. ouais, ouais, tout à fait et puis ça permet aussi, bah, par exemple, si les actions ont vraiment beaucoup performé, bah, en remettant son allocation d'origine, de sauvegarder une partie de ses plus-values aussi, Tout à d'une fait, ouais. certaine façon. Mmh. OK, bah, écoute, on a pas mal avancé. Je voulais te poser une petite question parce que je pense que je voulais te la poser aussi. Quelle a été ta plus grosse bêtise en bourse? Avant de te former, avant de faire des ETF, avant tout ça, est-ce que tu as déjà fait des grosses bêtises? Ah bah, plein. Bah, j'ai pas toujours bien investi, hein. Je suis loin d'avoir la science j'ai pas de boule de cristal et pas la science infuse, hein. Ça, c'est absolument clair. Ouais, Heu, donc avant de bien investir, j'ai mal investi et je peux dire que j'ai pas très bien investi jusqu'en 2010, ouais, grosso modo. Je dirais ça et alors que j'ai commencé à investir, quand j'avais 15 ans et j'ai un peu plus de 40 ans aujourd'hui. Voilà, j'ai acheté mes ouais. premières actions à 15 ans. Ça peut paraître bizarre, mais Ah voilà, oui. ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Ah oui. Voilà, j'ai toujours été passionné de ça, mais voilà, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé en 98, heu, j'ai vécu, la bulle internet et le crack qui en a suivi. Donc oui, j'ai cru, comme tous les jeunes de l'époque, qu'on était rentré dans une nouvelle ère et machin, et qu'on valorisait pas les entreprises de la même manière.
Voilà, j'ai cru ça, donc j'ai perdu de l'argent à cette époque, bien sûr. Après, est-ce que je m'en veux? Non, parce que ces erreurs m'ont appris plein de choses. Il n'y avait pas autant d'informations disponibles qu'aujourd'hui. Les ETF étaient moins développés. Donc voilà, donc, c'est très bien. J'ai vécu 2008 où j'ai perdu de l'argent aussi. Euh, donc ouais, franchement, je sais pas quelle est ma pire erreur, mais j'ai pas fait. Enfin, je m'en veux pas plus que ça. Si ce n'est qu'une fois, j'ai fait Ouais, bien sûr. j'ai fait un petit calcul sous Excel pour savoir quel serait mon patrimoine si j'avais épargné et investi euh, comme je le Mhm. recommande Ouais. depuis que j'ai commencé à travailler en 1998. Si je m'étais rencontré en 1998 et je m'étais écouté. C'est qui est deux choses différentes. Ouais. Oui. Bah, je préfère pas donner le résultat, mais pour le coup, ça m'a fait un petit haut le cœur. Ça me fait un peu bizarre. Voilà. T'as eu un petit pincement? Ah ouais, je me suis dit, ah ouais, quand même. Voilà. Donc, voilà. Bah, tu vois, ça me fait marrer parce que j'ai fait la même chose. Moi, j'ai découvert les ETF en 2009 et j'ai commencé. Et si tu veux, j'ai pas tenu sur le long terme parce que bah, je me suis dit, ah, je vais trader un peu, je vais voir. Je me croyais plus malin que le marché. Et puis, résultat, j'ai perdu ce que j'avais gagné en ETF et ça a fini à zéro, j'ai laissé. Et j'ai recommencé à investir en 2016 en ETF de façon beaucoup plus régulière et bien plus sérieuse depuis 2018. Et je me suis amusé à le faire. Je me suis dit, si en 2008, tu avais tenu la stratégie et tu l'avais fait. Et Ouais. comme toi, j'ai eu un petit haut le cœur et je me suis dit, putain, Ça, c'est si tu sûr que avais su. ouais, ouais. On peut regarder là, depuis 2008. Ouais, ça fait sympa. Ouais. Ouais. Donc, ouais, c'était juste après justement le crack. Donc, c'est Et sûr que ouais, c'était juste un après bon le point de crack. départ. Ouais. C'était Donc, vraiment un point de départ ouais, idéal. Quand on connaît ce qui s'est passé derrière, bien sûr. voilà. À l'époque, on savait pas. Euh, non, à l'époque, on ne savait pas. Et on ne sait jamais. A posteriori, ça paraît toujours beaucoup plus facile quand on regarde les courbes. Ouais. Et c'est un biais humain aussi de dire, moi je le savais. Ah, t'es sûr? Mm. Ouais, d'accord. Voilà. Ben, c'est là où aussi on le voit sur les réseaux, tu l'as peut-être vu aussi, mais il y a des gens qui ont senti le crack, alors je sais pas pour quelle raison, simplement par hasard, mais qui fanfaronnent en disant j'ai tout vendu 15 jours avant, j'avais prévu, tout était tellement prévisible, et ainsi de suite. Donc Alors, c'est je dois avouer que sans le faire exprès, je me protège un petit peu de ça. Donc, je n'ai pas vu ça, mais je me doute bien que ça arrive. Donc moi, je n'ai pas prévu le crack. Hein, je tiens à vous le dire. Je ne sais pas ceux qui veulent lire mes livres. Donc, vous n'avez pas un gourou qui a écrit ces livres et qui vous a prédit le crack. Sachez-le. Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Et dans le livre, je ne dis pas comment prédire le prochain crack. Voilà. Donc, non, non. voilà. Donc je ne savais pas. Donc, voilà. Donc c'est vrai que les bourses étaient censées être hautes, hein, mais moi ça fait depuis 7 ans que j'entendais que les bourses étaient hautes, hein. Donc voilà, et Ouais, que ça continue à augmenter, etc. Donc bon, c'est difficile d'en tirer quelque chose de tout ça. complètement. Je me souviens que fin 2019, tout le monde prévoyait, fin 2018, pardon, tout le monde prévoyait une année 2019 catastrophique en disant de rester loin des bourses. Et 2019 a fait plus 35%, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc, ouais, tout à fait, 30. pe- On sait. Voilà. personne ne sait, plus 30, ouais. Personne ne sait. Mm. Écoute, ça fait déjà presque pas loin d'une heure qu'on parle. Je voulais te demander si tu avais quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas dit dans ce podcast, qui te tenait à cœur, que tu voulais ajouter. Bah, j'aimerais bien revenir au début, hein, pour dire que quand même voilà, l'investissement, que ça soit immobilier, en action, c'est bien, mais le reste de la vie, c'est encore mieux, surtout par Ouais. les temps qui courent, hein, donc je me permets d'insister. Donc prenez bien soin Mm. de vous, de votre famille, de vos proches plus ou moins proches, hein. On n'est pas obligé de prendre soin que des gens qu'on connaît très bien. Voilà. Donc, voilà. Un peu de bienveillance en ces temps
ne fait pas de mal. Voilà. Et puis, Ouais, tout à fait. si vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas à lire mes livres. J'ai une formation que je pense accompagne bien, les gens pour bien comprendre, notamment en ces temps, difficiles, comment se comporter. Voilà, qui approfondit tout ce qu'on vient de se dire, avec plein de démos, des outils, et cetera. Voilà, je pense que c'est une aide qui est intéressante. Ouais, ouais, moi je l'ai fait et je confirme que c'est vraiment de grande qualité. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Eh ben, écoute, Edouard, je te remercie pour cet entretien, en tout cas. Ça a été un plaisir. J'espère que pour nos auditeurs, ce sera été, l'investissement en ETF paraît un peu plus clair. Et voilà, merci encore à toi. Merci à vous tous et toutes. Ok, bon, j'espère que le podcast vous a plu. J'espère que cet épisode, vous l'avez trouvé enrichissant, qu'il a éclairé votre lanterne. Donc, comme l'a dit Edouard, si vous voulez aller un peu plus loin là-dedans, il y a ces livres. Donc, Épargnant 3.0, c'est le premier, c'est vraiment super bien. Ça se lit en 2 heures. C'est vraiment, on peut vraiment rentrer dans le sujet. Piloter un portefeuille d'ETF, c'est déjà un peu plus costaud. Et aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai discuté avec Edouard et il nous a fait un petit cadeau, c'est qu'il nous fait 20% de remise sur sa formation, si jamais ça vous dit. Donc avec le code ETF 2020, il y a 20% sur sa formation. Et pour être tout à fait transparent avec vous, il y a une petite commission pour moi en affiliation. Voilà, c'est pas grand chose, mais je préfère être totalement honnête. Et cette formation, moi, je l'ai faite, je l'ai trouvée vraiment hyper, hyper intéressante. Je vous la conseillerais pas si je l'avais pas faite. Je l'ai commandée, je la trouve vraiment excellente. Voilà, donc si jamais ça vous dit d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas. C'est sur son blog Épargnant 3.0. Et puis vous pouvez cliquer sur l'onglet Formation pour aller voir ça. Je crois que le code est disponible jusqu'à jeudi soir, minuit. Voilà, ETF 2020. Et vous avez 20% de réduction sur la formation si ça vous branche. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura permis d'éclairer votre lanterne. Je ne pouvais pas faire mieux que de vous ramener Édouard Petit pour vous expliquer les ETF. Voilà, en tout cas, moi, c'était vraiment, juste déjà à titre personnel, un plaisir de pouvoir m'entretenir avec lui et je suis content de l'avoir partagé avec vous. Alors écoutez, je crois qu'on est à la fin de ce podcast. Je vous souhaite de supporter le confinement, voilà, d'essayer de voir les cadeaux cachés qu'il y a là-dedans, de pouvoir mettre à profit pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire, passer du temps avec vos proches, profiter de vos enfants, si vous en avez, profiter de votre conjoint, profiter tout simplement de prendre du temps pour vous. Voilà, essayez de voir tous les cadeaux cachés qu'il peut y avoir dans cette situation. Je crois que c'est le mieux à faire. Voilà, je vous souhaite d'entretenir vos rêves, je vous souhaite de prendre soin de vos proches, je vous souhaite de rester en bonne santé. Je vous dis à très vite. Et même si en ce moment c'est plutôt dans la tête, je vous souhaite surtout de vivre libre.